J'ouvre tout de suite le second débat de ce Sens Public. Je vous propose un gros plan sur l'été des festivals. Les plus réputés sont frappés de plein fouet par l'inflation, notamment les cachets délirants de certaines stars internationales. Et les plus modestes ont eux aussi du mal à boucler leur budget. Résultat, des rendez-vous culturels qui passent leur tour. D'autres qui sont contraints d'augmenter le prix des billets, comme au festival Pop Rock de Beauregard. On est dans le Calvados. Reportage sur cette équation de plus en plus difficile à résoudre avec Flora Sauvage. Avec 150 000 entrées cumulées sur 5 jours, l'édition 2023 du Festival de Beauregard, près de Caen, a pulvérisé tous ses records. Indochine, Louise Attaque, PLK ou Tiakola, l'engouement est tel que tous les billets ont été vendus dès le mois de février, du jamais vu. Mais après la crise sanitaire, l'inflation menace les festivals de musique. Cachet des artistes, location de matériel, ils subissent de plein fouet la hausse des coûts liés à l'organisation. Les enjeux sont très importants, de plus en plus difficiles à tenir. On est sur des événements qui, avant, s'amortissaient autour des 80% de taux de remplissage, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on remplisse 80% de notre jauge pour arriver à zéro en termes de bilan financier. Et désormais, là, Beauregard, on est entre 92 et 94% de taux de remplissage pour avoir notre amortissement, ce qui est juste énorme et c'est un défi monstrueux. Pour répondre à ce défi, bon nombre de festivals ont décidé d'augmenter le prix des billets aux grandes dames des festivaliers. À Beauregard, 65% des recettes se font sur la billetterie. C'est normal que ça augmente parce que c'est les artistes, c'est sur là où ils sont du cachet, parce que maintenant la vente de CD, c'est plus rien du tout. Donc c'est que sur les concerts. Après, c'est comme tout, tout augmente, donc c'est forcément pénible pour tout le monde, quoi. Tous les jours, on vient avec des sandwichs, c'est comme ça. Et peut-être un soir, on se fait plaisir, on achète des trucs sur place, quoi. Implanté au cœur du Calvados, le Festival de Beauregard met en avant les retombées économiques qu'il génère. Nous, c'est un budget de 10 millions d'euros. Sur ces 10 millions d'euros, on a déjà plus de 3 millions d'euros qui sont investis dans des entreprises régionales. Donc les retombées économiques, oui, elles sont puissantes sur nos événements. D'autant plus que la plupart des événements sont très peu financés, ont très peu de financement public, il faut le savoir. Beauregard, c'est moins d'1% de subvention publique. Pour le maire d'Hérouville-Saint-Clair, le Festival de Beauregard apporte beaucoup à sa commune. Ça donne véritablement une belle image, surtout quand on est effectivement à Hérouville, c'est 23 000 habitants, c'est la deuxième ville du Calvados. Et puis, avec ses qualités, ses défauts, vous voyez, on est en QPV, on est dans l'actualité avec ce qui s'est passé il y a maintenant quelques jours, avec les nuits d'émeutes. C'est comment revaloriser, comme quoi il y a des richesses et des potentiels. Et donc, un peu de, après ces amertumes, un peu ces moments de doute, se dire, c'est la culture, la musique rassemble. Anne-Julie et Chloé sont des habituées de ce festival. Elles sont heureuses de retrouver l'ambiance de l'avant-Covid. Quand j'ai fait la queue pour venir le premier jour, en fait, je me suis dit que ça m'avait vraiment manqué, en fait, justement cette ambiance-là. Après Pomme, Interpol ou encore PLK, Sting a clôturé le festival de Beauregard pour le plus grand bonheur des festivaliers. L'été des festivals au programme de ce Sens Public avec Michel Guérin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes rédacteur en chef au Monde, auteur d'une chronique hebdomadaire sur la culture. Sylvie Robert, bonsoir. Sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine, vice-présidente de la commission de la culture au Sénat. Antoine Pecker, bonsoir. Bienvenue à vous, journaliste spécialisé dans l'économie de la culture et auteur de ce livre, cet atlas de la culture publié aux éditions Autrement. On est également en duplex avec Pierre Gendronneau, le directeur délégué du Festival d'Avignon. Bonsoir. Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, Émilie Zapalski est restée à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. Alors, ma question, elle est beaucoup trop générale. Je commence avec vous, Michel Guérin, parce que les festivals, c'est un amalgame, c'est hyper contrasté. Il y a ceux qui sont publics, ceux qui sont privés, ceux qui sont historiques, ceux qui sont tout jeunes, ceux qui sont dans des toutes petites villes, enfin bref. Mais est-ce qu'on peut craindre un été sinistré ou pas? Non. 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 Je crois qu'il y a 6000 festivals en France. On est champion du monde des festivals, on adore ça. Oui. Les Français adorent pleurer et ils adorent rire aussi, j'ai l'impression, et y aller. Oui. Et je crois qu'il s'est créé des festivals en 2023. Oui. Je crois que rien que pour la région Occitanie,
il y a une quarantaine de festivals en plus. Donc, je veux dire, il y a toujours des envies, etc., de le faire. Alors, je crois qu'il faudrait faire chaque fois un bilan. Oui, parce qu'il y en a qui se créent, il y en a qui renoncent. Ouais. Mais voilà, non, il y aura pas, il y a absolument pas de sinistrose. C'est quand même encore un des formats qui remplit le mieux, parce que c'est un format où les gens n'ont pas peur d'aller, contrairement à d'autres formes artistiques, je pense. Mine de rien, pousser la porte d'un centre d'art ou pousser la porte d'un opéra, pour des gens, ça bloque. Mais aller voir un concert dans un cadre un peu bucolique, sympathique, voilà, on y va beaucoup facilement. Par exemple, le Festival d'Oran, je ne sais pas, Antoine Pecker sera mieux que moi, j'ai l'impression qu'il attire beaucoup de festivaliers qui vont voir de l'art lyrique ou du classique, ils n'iraient jamais le reste de l'année. Donc voilà, il y a tous ces formats-là qui font... Et donc, non, personne... Alors ce qui est vrai, c'est que le taux de rentabilité de certains festivals est tellement difficile... C'est-à-dire que ça joue à rien. Ouais. Ça joue à rien entre équilibrer, perdre beaucoup d'argent ou en gagner à peine. C'est toute la difficulté. Ouais. Mais ça vaut beaucoup pour les festivals en effet non subventionnés et beaucoup pour les festivals de musique et notamment de musique rock, de musique populaire. Ouais, c'est ce qu'on voyait effectivement dans notre reportage. Antoine Pecker, le taux. Moi, je suis frappé par ce chiffre. Quand on a un taux pour atteindre la rentabilité, il faut être à 95% de remplissage. C'est pas si simple de l'atteindre saison après saison, quoi. Donc la question, qui est la question centrale de notre débat, est-ce que ce modèle économique est menacé? Vous répondez quoi à cette question? Effectivement, le modèle économique, il est périlleux parce que on voit évidemment d'un côté, en termes de dépenses, une hausse des dépenses avec les questions de l'énergie, notamment, et d'autres. Et puis de l'autre côté, cette question des recettes avec l'inquiétude sur le pouvoir d'achat. On ne peut pas augmenter le prix des places à l'infini. Donc il y a effectivement pour certains le seuil de rentabilité, c'est même au-delà de 100% de taux de fréquentation. Donc on a une obligation de résultat absolument dingue. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des vraies questions qui se posent, mais il n'empêche que le secteur là pouvait se poser des questions parce qu'on a vu, après cette crise sanitaire, des interrogations sur le retour du public et notamment dans le cadre des saisons traditionnelles de salles de spectacle, parfois un peu compliquées, mais pour les festivals, ce n'est pas le cas. Il y a quelques jours, j'étais à Jazz à Vienne. C'est simple, c'est l'édition historique, le plus grand score de fréquentation cette année pour Jazz à Vienne. Alors j'entends ce que vous dites, donc ça veut dire que autant les salles de spectacle sur l'année ont du mal à remplir, autant les festivals font venir le public. Oui, parce que d'octobre à juin, ils doivent repenser leur modèle, notamment le modèle des abonnements, par exemple. Aujourd'hui ne fonctionne plus parce que les gens fonctionnent de plus en plus au jour le jour. Et cette logique d'événement, c'est celle des festivals par définition. Et en plus, effectivement, au festival s'ajoutent, les études le montrent, la motivation du public. C'est notamment, outre les artistes, le lieu, l'ambiance, ce lien-là au public. Et je crois qu'après la crise sanitaire, les gens ont envie aussi de retrouver ce lien. Sylvie Robert, on va parler du Festival d'Avignon. Vous en revenez, vous y étiez il y a voilà, quelques jours, quelques heures. Les autres festivals, un mot des autres festivals. Est-ce qu'effectivement, vous avez des retours des territoires d'une fréquentation qui se maintient ou qui augmente cet été? Oui, alors on est quand même à plus de 7000 festivals aujourd'hui, donc c'est vraiment... Alors oui, j'ai lu tous les chiffres, j'ai lu 6000, j'ai lu 7000, j'ai lu 8000, bref. Entre 7 et 8000, mais vraiment, et vous avez raison de dire, il y en a qui disparaissent, il y en a qui se créent, c'est vraiment... Mais ça reste quand même, on va dire, une sorte de marque de fabrique de notre pays. On aime, et c'est beaucoup la saison estivale, même si de plus en plus de festivals, mais on y reviendra pour les raisons qu'on vient d'énoncer, commence à se dire que ce serait pas mal dans l'année de donner des rendez-vous au public. Mais globalement, voilà, c'est quand même un moment attendu et je pense que ça va être une année assez exceptionnelle parce que l'année dernière, il y avait déjà encore un peu la baisse. Les pratiques culturelles des Français n'étaient pas encore complètement revenues comme avant le Covid. Maintenant, on le voit quand même dans les salles, même s'il y a entre 20 et 30% de baisse de fréquentation, mais c'est pas partout. Salle de spectacle ou salle de cinéma? Salle de spectacle. Mais globalement, sur les festivals, je pense qu'on va avoir une belle saison estivale et les chiffres sont au rendez-vous. Alors, on va faire un point tout de suite avec Pierre-Jean Dronot, 77e Festival d'Avignon, c'est jusqu'au 25 juillet. Il y a quoi, une petite semaine, on va dire, de festival. Les voyants sont au vert. Quel est votre premier bilan? Oui, il y a un bilan très positif pour cette ouverture. On en est à 7 jours maintenant de festival pour cette 77e édition. Et on se satisfait bien sûr de la fréquentation qui est excellente dans l'ensemble des lieux du Festival d'Avignon. Et puis plus généralement, cette année, par exemple, on avait ouvert la billetterie dès le mois d'avril, qui était quand même un changement pour le festival. Et très vite, on a vu
une réponse assez positive de la part du public, ce qui nous permet aussi aujourd'hui, avec une jauge qui a par ailleurs augmenté pour cette édition, de pouvoir proposer encore des places à la vente pour la plupart des spectacles qui se déroulent actuellement. Donc oui, tous les voyants sont ouverts pour ce démarrage et on a une vraie ferveur du public, un public certes de personnes qui peuvent être habituées à venir au festival parfois depuis plusieurs décennies, mais aussi un grand renouvellement des publics avec en moyenne 15% du public qui vient pour la première fois au festival chaque année. Et là, vous nous parlez du festival, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, du festival IN, le festival officiel, ou d'Avignon dans son ensemble, le IN et le OFF. Alors moi, je suis directeur délégué du festival d'Avignon, qui communément par les autres acteurs de l'écosystème est appelé le Festival IN, effectivement. Il y a un ensemble de festivals qui ont lieu à Avignon, et notamment, bien sûr, le OFF, qui rassemble 130 lieux et 1500 compagnies. Je ne suis pas habilité à parler pour eux, mais c'est évidemment un acteur avec lequel nous travaillons. Évidemment, c'était pour que ce soit bien clair dans l'esprit de nos téléspectateurs. Évidemment, on va beaucoup parler de l'inflation dans ce débat, et je vous propose un premier élément, une question posée par, c'était au Sénat, c'était au mois de mai dernier, posée par la sénatrice LR des Ardennes, Else Joseph. Écoutez. En raison d'une succession de problèmes liés au contexte, mais pas que, les spectacles doivent réduire leur taille pour éviter une déroute financière. Ainsi, la récente poussée inflationniste, avec en particulier l'augmentation des prix de l'énergie, qui ont été multipliés par 3, voire par 4, a conduit à des situations compliquées. Les saisons ont été raccourcies et on déplore beaucoup d'annulations. Le syndicat national des scènes publiques a annoncé plus de 100 000 spectateurs perdus pour cette année. Où en est-on réellement ? Alors Sylvie Robert, je reviens sur ce chiffre, 100 000 spectateurs perdus pour cette année. Je ne sais pas s'il est encore vrai un mois et demi après, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire des festivals qui décident de passer leur tour en quelque sorte cette saison parce que c'est trop compliqué. Ça s'explique comment ? Là, ce que disait ma collègue, c'était, elle parlait beaucoup des salles et des programmations. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait plus que des festivals. C'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on était dans effectivement, avec le coût énergétique, etc. Mais alors on n'a pas écouté tout le son, pardon, mais elle parlait des festivals. Là, on a l'impression qu'elle parle que des salles de spectacle. Mais alors, elle parlait des salles de spectacle parce que c'est un vrai sujet. Il y a eu des moins de spectacles parfois ou des programmations qui ont effectivement vu leur spectacle baisser. Sur les festivals aujourd'hui, le dernier chiffre que j'ai eu là, puisque effectivement je reviens d'Avignon, c'est 25% supplémentaires de coûts supplémentaires. Ah oui, sur la 25%. Ouais. Alors ça peut France Festival, donc c'est à mesurer ça et dit très clairement, ils feront le bilan après, mais que quand même beaucoup sur les festivals qui ne sont pas subventionnés, on a parlé des jauges tout à l'heure, il y aura quand même beaucoup de déficits. Et ils annoncent déjà des déficits. Donc c'est un sujet important, mais je ne suis pas certaine qu'ils aient pour autant réduit leur format. Oui, voyez, ce qui est normal. Ils ont parié sur un retour du public et je pense qu'ils ont eu raison. Juste une mention, c'est quand même un modèle, c'est comme les startups finalement. C'est un modèle qui s'adapte très bien et qui correspond très bien aux attentes d'aujourd'hui. C'est un modèle qui existe depuis longtemps, mais qui était finalement moderne et qui reste moderne dans sa façon d'attirer, de jaillir comme ça dans un format différent ou quoi. Et ça donne l'impression que le modèle de subvention ou de financement n'est pas forcément adapté. On ne finance pas une entreprise vieillotte un peu traditionnelle comme on finance une start-up. Et on a l'impression que là, il faudrait peut-être tâtonner pour les aider, pour faire face à des événements comme ça, conjoncturels de l'inflation, alors que globalement, ou peut-être les aider à avoir des pratiques communes, parce qu'on sait que ça repose beaucoup sur la société civile, aussi beaucoup de bénévoles, beaucoup de non-argent finalement, beaucoup de temps passé, peut-être les aider d'une manière différente, parce qu'on voit que ce modèle, il peut perdurer, même si les salles, et on le voit très bien, les salles de cinéma, de théâtre ou quoi, sont un petit peu déserté. On y reviendra sur les subventions, mais effectivement, la question peut se poser dans un contexte inflationniste. Quelques chiffres pour rebondir sur ce que vous nous disiez. Entre 2019 et 2022, on avait déjà une augmentation des charges évaluée à près de 20%, plus 19%. Et puis alors, ça continue avec une inflation des cachets. On parle des cachets des artistes, plus 13% en moyenne, et ça peut aller beaucoup plus haut pour les têtes d'affiche internationales. Augmentation des frais techniques, de l'énergie, des coûts de sécurité, des assurances
aussi, on a trouvé ce chiffre avec des assurances qui ont augmenté de plus de 20%, plus 21%. Je voudrais quand même qu'on prenne un peu de temps sur les cachets des stars internationales. Michel Guérin, alors ça concerne pas tous les festivals, évidemment. Je ne suis pas concerné. Non, oui, vous ne prenez pas 3 millions comme Metallica, on avait ça dans les il y a une forme d'opacité quand même. C'est difficile de savoir. Oui, c'est difficile. Ouais. Alors, non, il y a eu quand même plusieurs entretiens, notamment avec le patron du Hellfest, et qui expliquait bien comment... je sais pas moi, le nombre de stars de la musique, parce que ça joue sur la musique, hein, faut rester quand même, on est bien d'accord. Et sur les là, on parle de quelques festivals, les plus gros festivals d'art lyrique ou qu'il peut y avoir, mais enfin, je pense qu'on est très loin de tout ça. Mais il suffit de voir d'ailleurs le public, et voir que en général, c'est des concerts qui font 20, 30, 50 000 personnes, et et en fait, ils équilibrent. Alors, en général, quand vous avez des énormes cachets, c'est que vous avez un festival. Oui, mais il y a une inflation. Mais il y a une inflation sur ces cachets. Oui, mais vous avez une inflation sur les cachets, mais vous avez une inflation sur les tickets de vente, quoi. Donc en gros, et moi je pense qu'il faudra vraiment attendre la fin, c'est-à-dire vraiment fin août, début septembre, mi-septembre, octobre, pour voir vraiment s'il y aura de la casse ou pas, etc. Alors en effet, donc par exemple, le patron du Hellfest disait que quand il avait une personne de temps en temps, enfin une rockstar qui était payée en gros 1 million d'euros la soirée, maintenant ils sont 5 ou 6. Quand c'était à 200 000, c'est à 400 000, quand c'est à 400, c'est 600. Donc en fait, oui, il y a une montée générale qui concerne d'ailleurs beaucoup plus les plus hauts cachets que les plus bas. Les plus bas n'augmentent pas. Voilà. Et voilà. Donc après, vous avez des festivals qui ont supprimé certaines têtes d'affiche pour pouvoir tenir dans leur économie. Certains ont réduit la voilure au niveau justement de ces personnages. Je crois par exemple le festival Les Rockens de Belfort cette année n'a pas pris certaines stars qu'ils auraient pris peut-être l'année précédente. Les Vieilles Charrues qui vont avoir lieu bientôt, je crois, ont gardé quelques énormes têtes d'affiche. Donc voilà. Attendons de voir comment ça se passe. Comment vous l'expliquez, cette inflation? Est-ce qu'il y a de nouveaux pays concurrents, entre guillemets? Non, mais il faut se refaire après les années terribles, et puis en plus... D'accord. Non, mais on vend moins de disques. Non, mais ça, d'accord. Ça, c'est des vieux trucs. On vend moins de disques, et donc les artistes, effectivement, il y a un enjeu de rentabilité beaucoup plus important sur les festivals et sur les concerts, j'ai bien compris ça, mais est-ce qu'il y a une nouvelle concurrence internationale d'une certaine façon? Mais je pense surtout qu'il y a une autre concurrence, Thomas, c'est la crise climatique. La crise environnementale, elle l'oblige, elle impose les festivals à repenser leur modèle. Parce qu'aujourd'hui, regardez les festivals qui se déroulent très majoritairement dans le sud de la France, avec des températures caniculaires. On ne peut plus faire une grande partie des spectacles en plein air. C'est le cas à Avignon et c'est le cas ailleurs. Il faut vraiment repenser la taille des jauges. Je pense qu'on ne peut plus faire ces festivals débordants, même parfois annexant des surfaces agricoles, balançant énormément d'eau sur les spectateurs au même moment où aux agriculteurs, on demande de ne pas utiliser la même eau. Donc je pense qu'il y a vraiment à repenser ça, et notamment... C'est presque le modèle des tournées des grands groupes internationaux. Et c'est là où ça rejoint la question économique, la question des exclusivités. Parce que le vrai scandale, notamment du secteur, c'est celui des exclusivités. C'est-à-dire qu'un artiste peut se produire dans un endroit, mais pas dans un périmètre géographique proche. Or évidemment, ça d'un point de vue environnemental, c'est une catastrophe. Ça participe à cette question des cachets, cette hausse des cachets. Je pense vraiment qu'il y a un circuit plus vertueux à repenser, et notamment c'est le think tank, le Shift Project, celui de Jean-Marc Jancovici, qui a fait toute une étude sur la culture et notamment les festivals. Il faut penser notamment que l'un des facteurs majeurs, c'est les déplacements du public, et je pense que là aussi on peut repenser les déplacements des festivaliers. Justement, je parlais de Jazz à Vienne, et bien il y a des trains qui mettent en place spécialement après le public, après le spectacle. Il reprend le train pour aller à Lyon. C'est pas mal comme idée. Non, parce que quand on fait le bilan environnemental d'un festival ou d'un événement sportif, c'est pareil. Hein, c'est le déplacement du public. Hein, non, mais j'adore. Ils sont tous verts maintenant, les festivals. Ils vous font des. Vous savez, quand vous allez à un festival, ils vous en donnent une liste de 50 actions. En plus, je suis allé à Wheel of Green, par exemple, et pour aller écouter Orelsan, voir ce que c'était Orelsan, passionnant. Mais c'est fantastique. Ils font plein d'efforts. Mais enfin, quand même, la meilleure façon pour être vert, c'est de pas faire de festival. Hein, ce genre de choses. Vous mettez 50 jeunes dans la prairie. Oui, mais donc est-ce qu'on arrête les grandes tournées internationales ou les festivals pour des raisons écologiques? Mais c'est pas exactement l'angle de notre débat. Mais c'est très bien, mais toutes ces questions me passionnent. Mais il a raison, Antoine, sur le contrat d'exclusivité, hein, vraiment. Alors, mais alors, c'est quoi exactement? Pourquoi ça pose une question importante pour vous? À partir du moment où on organise une tournée,
ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller dans différents lieux qui sont pas si loin que ça. Quand vous avez un contrat d'exclusivité sur un artiste, sur un festival, il va prendre l'avion avec toute son équipe, il va aller dans un festival, je sais pas, mais et puis terminer, parce que l'exclusivité. Il fera une date dans un pays et ensuite il va devoir faire des milliers de kilomètres. Oui, mais ce sont des festivals privés, non? On est d'accord. Il n'y a pas de subvention. On est d'accord. Enfin oui, non, il n'y a pas de subvention. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Alors, question justement sur les. On peut avoir des pratiques un peu vertueuses. On peut aussi quand même. Allez voir les pratiques vertueuses des festivals quand il y a la compétition. Oui, mais Michel Guérin, tous les secteurs sont en train d'essayer de devenir un peu plus vertueux. Donc pourquoi la culture n'aurait pas ce jeu-là? Mais je suis pas d'accord. Je pense que par exemple. C'était pas un débat sur l'impact écologique des festivals. Les vieilles charrues que je connais bien, c'est dans ma région. Je pense aussi au Festival Avignon parce qu'il y a des enjeux et Thiago Rodriguez vraiment là a à cœur de travailler aussi sur cette dimension-là. Je pense qu'il y a des pratiques vertueuses, il y a des dispositions à prendre et il y a déjà beaucoup de festivals qui commencent à mettre ça en place. Je suis totalement d'accord. Je veux dire, c'est que c'est pas sûr que ça va se faire. Ok, allez, je reprends la main. Pardon, mais là, je voudrais qu'on revienne aux dimensions business et notamment à cette question des subventions, parce que elle est liée à la question des cachets et notamment des artistes internationaux. Alors, justement, j'ouvre le débat. Moi, on a retrouvé. Alors, ça date de 2017. C'est le magazine Capital qui nous donnait une liste de festivals, ce que coûtent les grands festivals de musique de l'été aux contribuables. Et on a Printemps de Bourges, Solidays, Francophonie avec plus d'1 million d'euros facile de ce que coûtent ces festivals aux contribuables. Est-ce que, je ne sais pas si on en est toujours là, 6 ans après, voilà, je suis transparent, c'est des chiffres de 2017, on n'a pas forcément trouvé le mieux. Est-ce que, Sylvie Robert, il y a aujourd'hui de grands festivals qui touchent beaucoup d'argent public et qui versent de gros cachets à des artistes internationaux? Et est-ce que c'est logique pour vous? Non, je ne pense pas que ça soit le cas. Et tant mieux. Parce que je pense que... alors, de quoi parle-t-on? Si on parle du Festival d'Avignon, c'est un festival subventionné. Par l'État et les collectivités territoriales. Bien sûr, ils ont des financements privés, mais globalement, c'est un festival subventionné. Si on parle des Vieilles Charrues, c'est un festival entièrement privé, avec des grandes têtes d'affiche. Et heureusement, il peut y avoir un accompagnement public sur, par exemple, la scène émergente, mais extrêmement... c'est rien par rapport à l'ensemble du budget du festival. Donc, je pense qu'il faut... Et il y a des festivals qui sont dans une mixité de financement, vous en avez cité, où il y a un certain nombre de collectivités, voire même de l'État, encore que l'État, vous savez, il est sur la question des festivals, il y en a très peu qui sont aujourd'hui aidés par l'État. Il n'est pas bon, l'État, sur la question des festivals. Pardon ? Il n'est pas bon, l'État, sur la question des festivals. Il y a eu cette enveloppe de 10 millions d'euros qui a été dégagée sur la dernière loi de finances, que j'espère... ce qui est rien. Qui va être... Qui est rien. C'est le fonds festival, c'est ça ? C'est le fonds festival de 10 millions d'euros qui, j'espère, va être pérennisé sur la loi de finances 2023, mais 24, pardon, mais c'est beaucoup les collectivités. Et les festivals que vous avez cités, c'est beaucoup les collectivités territoriales sur des actions qui mènent et ça pose la question sur l'accompagnement d'artistes. De l'impact régional d'un festival. On va aussi parler de ça. Mais le temps file. Je voudrais redonner la parole une première fois à Pierre Gendronneau, peut-être pour que vous nous disiez, on va faire le constat effectivement ce qu'un festival aussi prestigieux qu'Avignon touche de l'État ou des collectivités locales. Ça représente quelle part de votre budget ? Alors, le Festival d'Avignon a un budget aux alentours de 17 millions d'euros et il est composé à 55% de ressources publiques, donc de subventions, et 45% de recettes propres. Sur ces ressources publiques, qui représentent environ 8 millions d'euros par an, la moitié est prise en charge par l'État et le reste est réparti au niveau des différentes collectivités territoriales de la région jusqu'à la ville. Ce qu'on a fait comme étude d'impact sur les retombées directes économiques sur le territoire, donc je le rappelle, avec au départ 8 millions d'euros répartis sur 5 collectivités publiques qui nous subventionnent, c'est un retour direct de 52 millions d'euros de retombées. Je pense donc que la question structurante du Festival d'Avignon en termes de bassin d'emploi, aussi de filières, et pas seulement au niveau du fait vivant, mais aussi pour tous les métiers d'hôtellerie, de la restauration dans le bassin vauclusien et puis aux alentours, Bouches-du-Rhône et Gard, est extrêmement importante et plus à démontrer. Et si c'était besoin de le faire, l'année d'annulation en 2020 pour cause de Covid et l'impact économique extrêmement négatif qu'elle a eu sur tout le bassin d'emploi et sur de nombreuses filières continue de le prouver.
Alors ça ouvre, je suis désolé, je m'excuse auprès de nos téléspectateurs, le son n'est pas parfait, donc j'espère qu'on va pouvoir améliorer ça d'ici à la fin du débat. Émilie, on va faire un focus sur à la fois les aides de l'État et puis ensuite les aides territoriales. D'abord, l'État qui soutient les festivals, à quelle hauteur et comment? Alors, il participe à leur développement, même si son soutien est bien plus modeste que celui des collectivités. On parle de 5 millions d'euros pour l'État en 2021, contre 300 millions. 50 millions. 50 millions. Oui, 50 millions. Oui, 50 millions. Et 300 millions en 2021 pour les collectivités. Ça, c'est le rapport de la Cour des comptes de 2023 qui le dit. Le ministère de la Culture donc, subventionne directement près de 600 festivals. On l'a dit tout à l'heure, ils sont plus de 7000 sur tout le territoire. 50 millions en 2021, 46,7 millions en 2022 et à peu près la même somme en 2023. Ça va faire moins avec l'inflation, évidemment. Et vous le dites, c'est peu par rapport aux collectivités. Et puis, il faut le dire, c'est quand même absorbé à 25% par deux gros festivals. On l'a cité, le Festival d'Avignon, et puis il y a aussi le Festival lyrique d'Aix-en-Provence qui a lieu en ce moment. Alors, c'est pas forcément un problème que ces deux gros événements absorbent tout ça, parce que, comme on l'a dit, ça draine beaucoup de monde, de touristes, ça a des retombées économiques pour les territoires. En tout cas, de ça. Voilà, mais il a dit déjà ce que ça a donné pour le Festival d'Avignon. Ce qui est plus embêtant, et ce que soulève la Cour des comptes, c'est que l'un des objectifs prioritaires du ministère de la Culture, la démocratisation culturelle, elle n'est pas forcément de mise pour ces festivals. Alors, si on y regarde un petit peu de plus près, pour Avignon par exemple, j'espère que Pierre Gendreau m'en voudra pas, mais en tout cas, c'est ce que la Cour des comptes dit. Finalement, quand on voit le profil sociologique du public, il est resté très stable entre 2013 et 2022. Je vous le donne, c'est des catégories sociales élevées et fortement diplômés. On parle d'une grande majorité, 70% de Bac plus 3, près de 40% qui sont au-dessus de Bac plus 4. Et les ouvriers? Les ouvriers sont sous-représentés, ils comptent pour moins de 3% des festivaliers. Les employés, c'est 7%. Côté âge, on est autour de 48 ans et la part des moins de 35 ans a diminué de moitié entre 2014 et 2021. Elle passe de 32% à 16%. Celle des plus de 65 ans, elle augmente jusqu'à 30% en 2021. Alors, ces données, elles sont jugées préoccupante par la Cour des comptes, surtout quand on sait que ce festival, et on l'a dit tout à l'heure, mène une politique. Je vous donnerai la parole, vous inquiétez pas. Elle mène une politique volontariste pour rajeunir et diversifier son public. On a entendu tout à l'heure aussi les 15% de première fois de festivaliers qui sont là pour la première fois. Il y a des tarifs privilégiés pour les moins de 25 ans. Allez, la conclusion de la Cour des comptes. Alors, la Cour des comptes est assez dure. Aucune diversification sociale des publics n'est à l'œuvre. En gros, la Cour des comptes dit la démocratisation culturelle est en panne. La ministre de la Culture a cherché à minimiser ces critiques dans le rapport en mettant en avant la nouvelle charte des principes d'engagement de l'État en faveur des festivals. Ça a été élaboré en 2021 dans le cadre des États généraux des festivals. Elle définit notamment toutes les conditions d'éligibilité des festivals au soutien de l'État. Donc, on peut se dire que ça peut être un petit peu corsé. Et puis, la ministre a aussi mis en avant le Pass Culture qui est disponible et qui a permis l'achat de 200 000 places de festivals. C'est surtout pour la musique. Bon, c'est un tout petit début, on va dire, mais c'est un début de démocratisation culturelle. Allez, Antoine Pecker d'abord, avant de retrouver Pierre Gendreau, sur la ventilation de ces subventions publiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais en fait, c'est vraiment intéressant parce que c'est Roselyne Bachelot qui avait dit qu'il faut une politique en faveur des festivals. Et ça accouche d'un fonds de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, c'est le montant de subvention publique du seul festival d'Aix-en-Provence. Donc il y a 10 millions d'euros pour tous les festivals de France et 10 millions de subventions publiques pour le seul festival d'Aix-en-Provence. Or, le festival d'Aix-en-Provence, aujourd'hui, le prix des places en première catégorie, c'est 300 €. Est-ce que l'État est là pour subventionner à telle hauteur un festival qui, et ça répond à cette question de diversification du public, met des places à 300 € en première catégorie. Et là, il y a vraiment une vraie question qui se pose. Parce que la diversification, on l'a ailleurs, dans tous ces festivals, notamment en milieu rural, qui aujourd'hui ne sont aidés que par les collectivités territoriales, premier financeur par ailleurs de la culture. Il faut toujours le rappeler. Mais l'État doit, plus que jamais, ne pas se limiter dans son aide à seulement quelques gros opérateurs qui sont dans une démarche parfois vraiment d'élitisme. Voilà, c'est une évidence. Mais on a l'impression que ce discours-là, il est dit, il est redit. Maintenant, Arima Abdul-Malak, la ministre de la Culture, de prendre ce dossier à bras-le-corps, parce que sinon, les collectivités territoriales, aujourd'hui, face à la situation économique qu'elles traversent, il pourrait y avoir de la casse, parce qu'il faut bien préciser que autant les festivals de musique actuels, effectivement, possédés par des grands groupes comme Live Nation ou autres, sont dans un système privé, autant, notamment pour la musique classique, par exemple, ou pour d'autres arts, ça dépend de ces subventions publiques. Sans ces subventions, ces festivals ne peuvent pas vivre.
Pierre Gendronneau, donc je rappelle ce que nous disait la Cour des comptes, 25% du total des subventions absorbées par 2 gros festivals, Avignon et Aix-en-Provence. Est-ce que comment vous le justifiez, vous, finalement, de votre point de vue ? Je vais plutôt répondre sur la question de la démocratisation culturelle et de la diversification des publics en disant 2 choses. D'abord, effectivement, c'est une étude de la Cour des comptes qui porte sur une période pour laquelle nous n'étions pas encore en mandat avec Thiago Rodriguez. Nous sommes arrivés cette année, c'est notre première édition, nous sommes là pour 4 ans. Et une des premières mesures fortes qui a été prise, ça a été de mettre en avant notre initiative Première fois, qui travaille à organiser la venue pour la première fois au Festival d'Avignon dès cette édition, et c'est en cours en ce moment même, de 5000 jeunes qui assisteront, qui sont âgés entre 13 et 19 ans, et qui assistent pour la première fois au Festival d'Avignon, qui bénéficient d'un parcours de spectateurs accompagnés par des médiatrices, des médiateurs qui ont été spécifiquement recrutés pour accompagner les premières fois. Et ça, c'est un engagement très fort qu'on a pris dès cette année, qui a été rendu possible aussi parce que nous avons augmenté d'une façon assez importante la jauge globale de l'édition. Et donc ça, c'est un vrai travail qu'on fait auprès des jeunes et qu'on va suivre évidemment et qu'on souhaite renouveler et intensifier les prochaines éditions pour pouvoir répondre à cette question du renouvellement et surtout de la diversification des publics. Puisque par ailleurs, tout à l'heure, je le disais effectivement, on a 15% de primo-festivalières et festivaliers chaque année. Et ce qui est intéressant, c'est que la première fois au festival peut se faire à tous les âges de la vie. Et les études de public nous montrent que c'est un tiers avant 30 ans, un tiers entre 30 et 60 ans et un tiers après 60 ans. Maintenant, effectivement, ces primo-festivaliers, il faut aussi accompagner la typologie, je dirais, sociologique de ces publics. Et c'est pour ça que nous mettons en place première fois pendant l'édition. Et puis, je tiens à dire aussi que le festival, toute l'année, travaille sur le territoire d'Avignon. Et à l'année, c'est 7000 bénéficiaires, dont 4000 jeunes, que nous accompagnons dans de nombreuses actions d'éducation artistique. Je vous donnerai la parole tout à l'heure sur l'impact régional. Pardon de vous interrompre, mais le temps file et je voudrais entendre Sylvie Robert sur ce fonds festival et sur on va dire la ventilation. Est-ce que cet argent devrait être plus équitablement distribué, d'après vous? Ou est-ce que c'est, je reprends un peu ce que vous disiez, finalement, l'État qui promeut une culture élitiste? Je schématise volontairement. On va refaire l'histoire des politiques culturelles dans ce pays depuis 40 ans. Alors là, on ne va pas avoir le temps. Mais non, mais c'est aussi l'histoire. Oui. Moi, je voudrais l'histoire d'Avignon, l'histoire aussi d'Aix. Il y a une part d'histoire dans cette... Après, on est aujourd'hui au XXIe siècle. On se dit qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux politiques forts où la culture doit, je dirais, jouer un rôle très important. Quand Pierre dit ce festival, en tout cas le projet de Thiago Rodriguez est de faire en sorte que le festival d'Avignon ne soit pas seulement réservé à ceux qui viennent passer 3 jours, 4 jours pour voir des spectacles, mais doit aussi s'adresser aux habitants d'Avignon et aux habitants du département du Vaucluse, c'est un sacré défi. Mais donc ça veut dire que ça n'a pas été fait auparavant. Il y a cette volonté-là. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des leviers. C'est quand même quasi impossible à faire. Il faut quand même ça fait 40 ans qu'on dit la même chose. Voilà, non, mais c'est pour ça que le rapport de la Cour des comptes, il ne fait que confirmer ce que tous les rapports disent depuis 30 ans. Je pense qu'il y a public du théâtre, je vois pas pourquoi ils arriveraient dans ce leviers à mettre en place qui sont qui doivent être puissants, d'anticiper en amont, de travailler avec les... Ça, c'est un travail que les festivals aussi doivent mener, comme les structures. J'entends, Madame la Sénatrice, l'argument historique, mais là, on parle d'un fonds festival qui était une sorte de fonds d'urgence après une situation post-Covid. Donc là, est-ce que cet argent-là, il n'aurait pas fallu, au contraire, plus le D'abord, ventiler? je voudrais dire une chose, c'est que je ne connais pas la ventilation de ces 10 millions d'euros. Oui. Je ne sais pas comment, à ce jour, ils ont été ventilés. Sur quels critères? Qui en a bénéficié? Parce qu'ils ont été dispatchés dans les DRAC. Donc, je ne sais pas donc, du tout. Direction régionale. Il y a une opacité totale. Il y a même une mission actuelle sur les festivals. Moi, je vais demander un moment pour préparer la loi de finances 2024, voir comment cet argent a été ventilé. Ce qui serait extrêmement périlleux, c'est que des festivals aient bénéficié d'une part de ces 10 millions, quelques milliers d'euros, et qu'en 2024...
ce soit terminé. Oui. Si on commence à structurer un projet, il faut à un moment le structurer dans le temps. Et le problème du temps, c'est ça. C'est que c'est pas des one-shot tout le temps. Vous vouliez donner... vous dites, il ne faut pas le ventiler, sinon si on s'autoure, ça ne sert à rien. Moi, je trouve très bien que... Je comprends que l'État a autre chose à faire que de financer énormément les festivals, qui sont pour moi... Moi, je pour à fond la régionalisation, et je pense que c'est en local qu'on doit trouver l'argent pour les choses qui ont lieu en local. Et je suis un peu dur là-dessus. Mais je trouve normal que... en local même. Donc ça veut dire c'est petite ville. S'il faut aller chercher de l'argent public, c'est celui des départements, des régions. Et puis il faut normal que l'argent est surtout, parce que par hasard en tout cas, aux deux principaux festivals qui sont le reflet dans leur discipline d'une politique nationale, c'est-à-dire Avignon. Donc ça vous choque pas? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Oui, ça va. Il nous reste moins de 10 minutes. Je reprends la main. Je vous redonne. Alors justement, ils n'ont pas un centime, l'État. Ils ont plein rond. Vous allez chercher où? Les collectivités. On en parle tout de suite grâce à Mathias Araès qui va nous rejoindre sur ce plateau. Rebonsoir Mathias. Ce que coûtent les festivals, mais aussi les retombées économiques. Voilà le thème de votre chronique. On vous écoute. Voilà, du plus petit au plus grand des festivals, l'intérêt est d'avoir du public, des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de festivaliers qui viennent sur place, parfois dorment et consomment pendant plusieurs jours, ce qui génère donc des retombées économiques pour les acteurs locaux du territoire en dehors du circuit de la billetterie. Un sujet qui est pourtant resté longtemps tabou dans le milieu, comme l'explique Emmanuel Négrier, chercheur au CNRS et directeur du Centre d'études politiques et sociales de l'Université de Montpellier. C'était tabou parce que on estimait que, disons que la culture se justifiait en soi et qu'une action culturelle n'avait pas à se justifier de retombées économiques, d'externalités qui sortaient du domaine strict de la culture. C'est ce qu'on appelle l'art pour l'art ou la culture pour la culture. Ce temps est-il fini, Mathias? Alors, je parle sous le contrôle de Michel Guérin, mais on dit souvent qu'on invoque les chiffres lorsqu'un secteur est attaqué ou qu'il va mal. Alors, les premiers à s'être emparés du sujet sont donc bien les élus face à la montée de questionnements sur le niveau d'aide à apporter par les collectivités. Alors, dans leur sillage, ce sont des responsables de festivals eux-mêmes qui ont commencé à dégainer études d'impact et autres pour justifier leurs subventions dans un contexte post-Covid et d'inflation. Exemple, en 2019, un collectif de festivals de la région Sud a réalisé une étude sur les retombées économiques pour les acteurs locaux avec l'organisation de 8 festivals sur leur territoire. Résultat, 153 € dépensés en moyenne par les festivaliers dans les commerces locaux, 62,5 millions d'euros qui sont donc dépensés dans le cadre du festival. Si on ajoute à cela les dépenses faites par les organisateurs auprès de leurs fournisseurs et salariés sur le territoire, l'addition grimpe à près de 74 millions d'euros avec une enveloppe de subvention à l'origine d'environ 19 millions d'euros. Alors on parle de rentabilité, belle rentabilité, pourtant les acteurs culturels sont parfois frileux à l'idée de jouer cette carte. Oui, montrer patte blanche, d'accord, mais devoir prouver sa rentabilité pour obtenir des aides pourrait être un risque pour le monde de la culture, encore selon Emmanuel Négrier. D'un côté, il est intéressant de montrer que la culture, ça peut rapporter plus que ça ne coûte sur un territoire, mais en même temps, il ne faut pas chercher à s'aligner sur l'ensemble des offres événementielles, au lieu de quoi les festivals risquent de se faire concurrencer par d'autres événements de caractère sportif ou des animations commerciales qui pourront toujours prouver qu'ils rapportent davantage que les festivals. Une sorte d'exception culturelle française des festivals si chers à notre pays qu'il ne faudrait pas perdre. Merci beaucoup Mathias. Michel Guérin, on s'est vraiment clairement appuyé sur un article que vous aviez écrit dans Le Monde pour faire cette chronique. Vous disiez « étude d'impact », c'était un gros mot. Et ça l'est plus. Je me souviens quand Sarkozy était président de la République et demandait à ce que la culture soit un peu rentable, non même pas rentable, il disait obligation d'un peu de résultat, mais il s'est fait traiter de fasciste, de tout, etc. Tout le monde y était tombé dessus. Et puis petit à petit on a vu les choses changer, on a vu, etc. Et puis la première, mine de rien, à en parler beaucoup, c'était Aurélie Filippetti, quand... il faut, excusez-moi de le dire, mais c'était quand même sous Hollande, et c'est la première fois que le budget de la culture baissait, comme il n'avait jamais baissé depuis 30 ans. Et elle a commencé à calculer des impacts sur le fait par rapport au PNB, des choses. Un rapport avec Jérôme Cahuzac. Ah voilà, regardez, c'est formidable, ça rapporte tant d'euros. Personne ne pouvait prouver, personne ne pouvait voir si c'était vrai. Mais voilà, et donc j'en ai déduit, en effet, je me suis rendu compte que plus on parlait de l'impact économique et des retombées, en général, plus c'est que ça allait mal. Alors, Pierre Gendronneau, vous les avez évoqués,
ces études d'impact tout à l'heure. Je veux bien que vous nous expliquiez comment vous arrivez à nous dire 1 euro de subvention, ça rapporte, je ne sais pas, 10, 8, 15 euros à la région ou à la ville. Comment vous arrivez à ces chiffres-là ? Et qui fait l'étude ? Oui, Pierre Jeandonneau, on vous écoute. L'étude, déjà, elle est faite par des cabinets indépendants auxquels on fait appel, déjà parce que c'est pas à nous-mêmes d'effectuer ces mesures. Et par ailleurs, effectivement, ce que je peux vous donner comme chiffre, c'est que le festivalier qui vient à Avignon, en moyenne, dépense 20% pour le prix de ses billets et 80% pour son hébergement, son voyage, sa restauration, etc. Donc je pense que l'étude d'impact, elle est assez vite faite. Il y a des retombées directes assez importantes et même majeures qui ont lieu à Avignon. Tout à l'heure, d'ailleurs, il a été évoqué 2 sujets qui par ailleurs, nous préoccupent si on parle d'inflation. C'est justement le coût du logement, le coût des voyages et d'une façon générale, et ça c'est un lien avec la transition énergétique et écologique, la question des mobilités des publics. Et vous avez tout à l'heure parlé de Jazz à Vienne et des trains pour ramener le public. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons fortement à Avignon, y compris en lien avec le HOF, pour faire de même, parce qu'aujourd'hui, quand vous sortez d'un spectacle de la Cour d'honneur à minuit, vous ne pouvez pas rentrer, même à Arles, qui est à 13 minutes de train. Donc c'est un vrai sujet, je crois, pour la suite, et c'est à la fois économique et écologique. Est-ce que les festivaliers dépensent un peu moins cette année à Avignon à cause de l'inflation, justement ? Je n'ai pas ce retour-là à ce stade et encore une fois, le festival a lieu. Ce que je peux vous dire, c'est que du côté de l'hôtellerie, il y avait des réservations qui ont été anticipées, qui ont suivi le mouvement d'une ouverture de billetterie anticipée du festival. Et quand j'ai croisé les hôteliers à plusieurs reprises, ils étaient plutôt en avance sur les réservations et sur le nombre de nuitées. Et je viens de lire une information qui dit qu'a priori, nous sommes complets à Avignon en termes d'hôtellerie jusqu'au 25 juillet, donc jusqu'à la date de fin du festival. Bon, ben voilà, c'est un message intéressant aussi. Antoine Pecker, sur ces études d'impact, comment sont-elles faites ? Est-ce qu'elles sont fiables ? C'est quoi votre avis là-dessus ? Je rejoins complètement Michel. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que ces études, c'est des agences qui vont faire une étude pour faire plaisir à leurs clients. Et derrière, on a aujourd'hui un manque de données. C'est pour ça que Emmanuel Macron, à la fête de la musique, a annoncé qu'il va y avoir les opérateurs de streaming qui vont participer à la taxe sur le spectacle vivant, qui va venir financer le CNM, le Centre national de la musique. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est que l'une des missions du Centre national de la musique, c'est d'être notamment le lieu où on va pouvoir avoir des données objectives sur le secteur, parce qu'on en manque terriblement en culture. Aujourd'hui, les études d'EY ou d'autres agences qui font ça pour plaire à leurs clients, ça n'a aucune valeur scientifique. Donc on a besoin de ces données, nous journalistes, mais au-delà, tout le secteur. Mais si Antoine dit parfois des choses justes. Non, mais on est tous d'accord, c'est hallucinant. À part le cinéma, il faut reconnaître, qui est vraiment à l'unité près, vous savez en gros qui va au cinéma, à quel âge il a, d'où il vient, etc. Dans le reste, et notamment dans le spectacle vivant, c'est hallucinant le manque de données pour savoir où on va, d'où on vient, qui vient, comment ça évolue. C'est impossible à savoir, c'est incroyable. Mais eux-mêmes ne le savent pas. Et je trouve qu'un secteur qui ne connaît pas ses clients, c'est embêtant. Hein. C'est les données socio-économiques qui manquent depuis, on parlait de l'histoire des politiques là depuis 40 ans. C'est vrai que ça manque, il faut documenter vraiment maintenant ces sujets-là, et j'espère que le CNM, on verra sur la taxe streaming, mais aura les moyens de le faire. Mais sinon, il y a quelque chose de bon sens. Quand on parle d'Avignon ou d'un autre festival, c'est évident que vu les centaines de milliers de spectateurs qui viennent, ils mangent, ils dorment, ils consomment. Il y a un impact économique. Ça c'est clair. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, même pour le monde culturel, les conséquences économiques d'un événement, quel qu'il soit, ça n'est plus un tabou. Ça l'a été pendant d'années. Il ne fallait pas dire que ça avait un impact économique parce que c'était justifier la culture, non pas par la question de la relation à un spectacle, à l'art, etc., mais parce que finalement ça rapportait. Maintenant, je pense que on a un peu dépassé ça. Pour autant, vous allez voir, et moi je le disais tout à l'heure, les JO l'année prochaine qui vont impacter cette saison-là, et on commence à en mesurer vraiment un certain nombre de... On mesure les difficultés qui restent, il y a des choses qui sont réglées, mais il y en a énormément qui restent à venir. Moi je l'ai mesuré au Festival d'Avignon, on en parlait avec les organisateurs. Personnel technique, il n'y en a plus. Ça coût matériel et matériel, ça va être très difficile parce que finalement, forces de l'ordre qui peuvent plus. Alors forces de l'ordre, je voulais pas parler de la sécurité parce qu'on est en train. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que oui, on est dans un pays où il y a plein de festivals l'été et on va avoir les JO pendant cette même période et que, à mon avis, il aurait fallu anticiper le fait que oui, on a besoin
comme disait Michel Guérin, en local de ces événements, mais aussi, bien sûr, de cet événement exceptionnel que sera les JO de l'année prochaine. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Antoine Pecker, votre Atlas de la culture est publié aux éditions Autrement. Merci encore d'avoir participé à ce débat ici et depuis Avignon. Pierre-Jean Donneau, le festival qui se tient donc jusqu'au 25 juillet. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Je vous dis à demain. Vous pouvez également retrouver nos programmes, tous les programmes de la chaîne sur la plateforme publicsena.fr. Et puis notez l'invité politique de la matinale demain, Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Belle soirée.